Et bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. 7e podcast, Parlons Bise, la table ronde des investisseurs. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Michael Hartzheim, l'investisseur boxeur sur Instagram. Je suis entrepreneur, investisseur, marchand de biens, coach, etc., etc. Pour toutes les personnes qui veulent en savoir plus, je vous invite à écouter les premiers épisodes où je vous raconte un peu ma vie. Où je vous raconte presque toute ma vie. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, allez-y. Je tiens à revenir sur les commentaires que j'ai eus sur le dernier podcast. Donc je tiens à remercier Nathan, Ellie, Maxime, Talir pour leurs commentaires et leurs 5 étoiles. J'ai encore eu une étoile. Donc, espèce de petit connard, je tiens à te remercier d'avoir pris le temps de me mettre une étoile. J'espère que ça t'a bien plu. En tout cas, continue à me mettre des étoiles, même si c'est juste une étoile, c'est toujours mieux. Puis je pense que tu dois t'ennuyer, donc, ou ta vie elle doit être nulle. Donc, continue à mettre une étoile. Bien entendu les amis, j'en ai strictement rien à faire, c'est de l'ironie, mais en tout cas je suis content, on est à 60 notes sur Apple Podcast, je regarde uniquement sur Apple Podcast parce que c'est plus de 70% des écoutes, donc voilà, 4,9 sur 5, 60 notes, plus de une quinzaine d'avis, on est à plus de 2700 écoutes, donc je tiens à vous remercier tous, j'espère que ça vous plaît, j'ai pas enregistré de podcast la semaine dernière parce que tout simplement j'étais au ski. Je suis parti le samedi matin pour rentrer le vendredi soir. Grosse semaine. Donc j'ai skié avec une rupture des ligaments croisés. Donc j'ai réussi à skier grâce à une attelle en mode exosquelette. J'ai un cousin qui est kiné qui m'a fait une prescription. Donc c'est une attelle avec 4 scratchs, ça tient vraiment, il y a deux barres de fer de chaque côté. Bon, j'ai pas fait le foufou comme je fais tous les ans au ski, donc de toute façon ça faisait 3 ans que j'avais pas skié la première année parce que j'avais une rupture des ligaments croisés au genou gauche, après il y a eu le Covid et l'année dernière j'ai skié 2 jours uniquement, ma femme était enceinte. Donc là, je suis vraiment reparti une semaine avec 3 gosses, avec mes parents, même mon parrain et encore un autre couple d'amis. Donc on s'est vraiment fait plaisir. Dans un super hôtel en Autriche avec plusieurs piscines, etc. La neige était juste, par contre, merdique. Donc l'année prochaine, on ira un peu plus tôt dans la saison, style fin février, début mars. Bref, donc je n'ai pas pu enregistrer 2 podcasts parce que je n'avais pas le temps, pas du tout le temps, j'avais pas d'endroit où me poser, j'en avais pas envie non plus forcément. J'ai géré uniquement les urgences, donc les appels téléphoniques, etc., les entrées-sorties dans les Airbnb, etc. En parlant de Airbnb, vendredi dernier, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai vendu donc l'appartement dont je parle dans le premier podcast, il me semble, où j'ai noté faire un x3 avec un appartement. Donc j'ai signé vendredi 17 mars, je crois, c'est ça. Donc un petit jeune, 21 ans, bravo à lui. Il met 42 000 euros d'apport dans le projet. Voilà, on a signé. Il est venu avec sa copine qui devait pas être majeure à mon avis encore et avec son papa. Donc voilà, j'y suis allé juste avant j'avais rendez-vous chez le notaire à 13h30. J'y suis allé vers 13h dans l'appartement, vérifier que tout roulait. Donc j'avais fait un constat d'huissier. Pour les personnes qui sont marchands de biens, je vous conseille vraiment de faire des constats d'huissier avant chaque vente. Moi, cet appartement, je l'ai acheté en 2019. Je n'étais pas encore marchand de biens. Je n'avais pas l'intention de le vendre. J'avais l'intention de le louer. Je l'ai acheté dans le but de le louer. Là, il s'avère que en 2019 et là, on est en 2023. Je l'ai loué. J'ai acheté un deuxième appartement à Airbnb. Et avec ma compagne, on gère encore un 3e appartement. Et avec des associés, on gère 4 autres appartements. Et ça commence à faire beaucoup. Mon voisin du dessus est passé par une agence immobilière qui a très bien vendu son appartement. Donc, je lui ai posé la question. J'ai contacté l'agent immobilière, je lui ai dit si à ce prix-là tu arrives à le vendre, vends-le. Donc on a fait un x3 en fait, j'ai fait un x3 sur l'appartement, donc j'ai officiellement donné 34 000 euros d'impôt sur la plus-value.
34 000 € d'impôt sur la plus-value. Mon notaire m'a appelé 3 fois pour me demander si je voulais pas attendre de vendre. J'ai dit non, on va vendre. Alors, ça fait mal au cul. Ça fait très très mal au cul. C'est toujours rageant de voir que tu essayes de faire en sorte de faire une super bonne affaire. Tu essayes de faire en sorte de... tu travailles pour ça, tu visites, etc. Moi, je dis toujours, j'achète pas non plus 3 biens, 4 biens, ça dépend des années, mais j'achète pas non plus 5 biens par an. Des fois, j'en achète juste un. Des fois, j'en achète 3. Des fois, j'en achète pas. Ces 5-6 dernières années, ça m'est quand même pas arrivé de pas acheter. Mais tu t'efforces à faire des bonnes affaires, à essayer de trouver la pépite à chaque fois. Alors c'est très très dur, surtout quand tu trouves des pépites, tu as toujours envie de faire mieux. Et là tu vois que tu donnes 34 000 € aux impôts à l'État français. Moi je n'ai aucun problème à payer des impôts, je paye beaucoup d'impôts, j'ai payé beaucoup d'impôts déjà dans ma vie. Grâce à ça, j'ai bénéficié déjà quand j'étais étudiant infirmier du chômage pendant 3 ans, donc je les remercie. Il n'y a aucun problème à payer des impôts. Je n'ai aucun problème à payer des impôts. Si je payais 10 000 € d'impôts par mois, ça veut dire que j'aurais un grand salaire. La seule chose qui me pose problème, c'est que derrière, il y a des profiteurs de ces impôts et que derrière, il y a une inégalité par rapport à la redistribution des richesses. Et derrière ça, les politiques. Et j'ai voulu faire de la politique pendant 3-4 ans, donc j'ai mis un peu le nez dedans. Font n'importe quoi de cet argent parce que c'est pas leur argent. Et donc c'est ça qui me pose problème en fait. Moi, si l'argent était bien dépensé, surtout au niveau de la santé, vous savez tous que je suis infirmier et que j'ai travaillé quand même 2 ans et demi à l'hôpital de Strasbourg. Si on donnait un peu plus de moyens à la santé, un peu plus de moyens à la police, à la police, aux gardiens de prison et aussi aux tribunaux, etc., pour vraiment faire leur taf, je pense que ça serait mieux que faire des inaugurations de ci, de ça. Voilà, bref, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà. Donc j'ai payé ces impôts et ça a mis seulement 5 jours avant de me faire le virement. Donc j'ai eu un virement. Un beau petit virement. Et donc, j'étais cautionnaire sur le crédit. Donc, si j'avais fait une hypothèque, donc là, petit cours, voilà, petite parenthèse. Voilà, je vous dis toujours, dans chaque podcast, j'essaye de vous donner de la valeur. Si tu fais un emprunt avec une hypothèque, le jour où tu vends, le notaire est obligé de rembourser la banque parce qu'il y a une hypothèque dessus sur le capital restant dû. Si c'est une caution, le notaire n'est pas obligé. Donc moi là, il m'a fait le virement, il a d'abord déduit l'impôt sur la plus-value et il m'a fait le virement total. À moi ensuite de contacter ma banquière et de rembourser le crédit avec les IRA, indemnité de remboursement anticipé. Moi j'ai pris le parti. Et je le dis ouvertement, ma banquière peut peut-être m'écouter ou son directeur peut peut-être m'écouter. J'ai pris le parti de ne pas rembourser le crédit. C'est illégal, donc je le dis publiquement, c'est illégal, je sais que c'est illégal. Moi, si mon banquier me dit maintenant il faut rembourser, je rembourserai. Mais à l'heure actuelle, je pense et j'estime que les banquiers ont autre chose à faire. J'estime que j'ai une bonne relation avec mes banquiers, je leur ai jamais caché des choses. Donc là, en fait, ils vont voir une somme d'argent sur mon compte bancaire. Ils vont voir qu'il y a des loyers Airbnb et Booking qui ne rentreront plus de la même manière qu'ils rentreront avant. Donc je pense qu'ils vont déduire que j'ai vendu un lot et que j'ai gardé l'argent. Maintenant, s'ils me demandent de rembourser, je rembourserai. S'ils ne me demandent pas, je continue à payer ma mensualité. Et moi, je pense et j'estime que le banquier, sa seule préoccupation, c'est que les mensualités soient remboursées. J'ai emprunté à 1,07, quelque chose comme ça, ou j'ai emprunté en dessous de 1,15, ça c'est sûr et certain. Donc je garde cette somme et je vais injecter cette somme dans un projet d'achat-revente d'un immeuble de 3 lots que je vais découper et revendre lot par lot. Donc j'achète un immeuble de 3 lots et je revends 3 lots à la découpe.
Donc c'est un projet à plus de 360 000 euros, 370, je reçois les devis au compte-gouttes quand j'étais au ski. Donc il y aura minimum 100, 110 000, 115 000, peut-être 150 000 pour calmer le banquier à mettre dans ce projet-là. Donc je vais utiliser presque la totalité de la somme que j'ai reçue pour mettre dans ce projet-là, sachant que le 4 avril, donc d'ici même pas 8 jours, je signe avec mon associé la vente d'un studio qu'on avait fait. On avait acheté le studio, on l'avait rénové et on l'a revendu en l'espace de 7 mois. On a baissé un peu notre prix. On a à peu près 19% de marge, mais on a un acheteur qui paye comptant. Donc on a décidé de baisser le prix pour justement aller plus vite. Donc on va plus vite, on signe le 4 avril. Donc là je récupère encore une somme d'argent parce que j'avais mis un gros apport dans ce projet-là, plus ma plus-value. Donc voilà, à l'heure actuelle, j'ai signé un compromis donc, pour cet immeuble de 3 lots et je suis tout de suite en recherche active pour d'autres projets parce que du coup, j'ai 2 ventes qui se sont faites, donc du cash, donc possibilité de me positionner sur d'autres projets. La chance que j'ai, c'est que maintenant, on est, à l'heure actuelle, en tout cas, je suis avec 3 associés en marchand de biens. Et l'avantage qu'on a, c'est que chacun chasse de son côté. Et en fait, voilà, on est à 3. Du coup, automatiquement, si chacun trouve un bien, on peut avoir, par exemple, 3 biens en même temps à acheter et à revendre. Donc, on accélère, on va plus vite. Moi, je disais, au ski, j'ai pris le temps aussi de réfléchir et j'ai toujours cette sensation en fait où j'ai l'impression que ça va pas assez vite en fait. Et c'est vrai, pour être vraiment à l'abri, on va dire, avec une femme et 3 enfants, il faudrait que ça aille un peu plus vite pour que je sois vraiment à l'abri à 40 ans, sachant que je vais avoir 37 ans le 14 octobre 2023 et il me reste 3 ans. Donc voilà, mais c'est sûr que quand tu arbitres et tu as un beau virement comme ça te permet tout de suite d'accélérer. Et en fait, pourquoi j'ai pris le pli de vendre cet appartement-là qui crachait très très bien, 47 mètres carrés, il se louait très bien en Airbnb. J'avais plus de 200 commentaires sur Airbnb, etc. C'est qu'il y avait une baie vitrée qui commençait à vieillir, la copro commençait à vieillir. Et du coup, j'ai préféré... j'ai mon voisin qui baisse sa vitre et sa cuine. J'ai préféré vendre parce que la baie vitrée, je sais que j'en aurais eu pour 8-9 000 euros. C'est une baie vitrée très grande qui aurait dû être fixée par l'extérieur. Je sais que la copro, il allait avoir des travaux de rénovation, etc. Donc voilà. Et aussi, surtout, l'année dernière, je ne sais pas si pour les personnes qui me suivent, vous avez vu, on avait fait 3 vidéos avec Yann Darwin et tous les coachs de l'Académie des investisseurs rentables. On avait fait... une semaine, on était parti en immersion dans une ville. La première, c'était Le Mans, ensuite c'était Toulouse et ensuite c'était Lille pour chasser des biens et pour essayer de trouver un bien rentable dans chaque ville. On a acheté à Le Mans une maison qu'on a transformée en coloc et on a acheté à Toulouse un appartement qu'on a rénové et qu'on revend pour résidence principale. Le Mans, c'est un produit d'investissement. À l'heure actuelle, la coloc n'est pas pleine. On est en train de la remplir. C'est plus long que prévu, on avait sous-estimé, on a sous-estimé clairement Le Mans. Toulouse, c'est terminé, on a mis quelques réserves sur les travaux, on attend que les réserves soient levées et de toute façon là il est en cours de commercialisation. Et donc, pourquoi on a dit ça Pourquoi j'ai dit ça Je parlais de la vidéo. Oui, donc quand on est allé à Toulouse, j'ai atterri à Nice et j'ai fait le trajet Nice-Toulouse avec Yann Darwin, Maude et Léo, mon ancien collègue, qui était coach avec nous. Et en fait, on avait 4-5 heures de route et du coup, on a pu échanger tous ensemble. On a fait un mini mastermind dans le minibus. Et j'avais jamais vendu encore, moi. C'est la première fois que je le vends, en fait, cette année. Et en fait, du coup, ce que Léo et Yann m'ont dit, parce qu'ils l'ont vécu tous les deux, c'est qu'une fois que tu vends, ça permet d'accélérer. Donc là, maintenant, je vais vous dire quelque chose que je n'ai pas vécu. J'aime pas trop dire aux gens ce qu'ils doivent faire alors que moi je ne l'ai pas vécu. Je suis en cours de le vivre. J'ai vendu, j'ai encaissé. Maintenant, est-ce que ça va m'accélérer ? Telle est la question. On est le 27 mars 2023.
j'ai encaissé ma plus-value plus mon capital restant dû. Est-ce que ça va m'accélérer ? À l'heure actuelle, j'ai beaucoup d'argent sur mon compte courant. Je suis en train de blinder tous les livrets A que je peux blinder de ma famille pour pas les laisser sur un compte courant. On en parlera d'ici un an et je vous dirai, allez revoir le podcast numéro 7 où je vous parle de mon questionnement sur l'accélération. En tout cas, pour avoir côtoyé beaucoup de personnes qui ont arbitré, ils disent tous que le fait de vendre et d'encaisser te permet de lever plus et c'est tout à fait logique en fait. Tu vends, tu récupères une somme d'argent. Avec cette somme d'argent, soit tu la mets en apport, soit tu fais, comme on dit toujours, le gruyère au niveau du banquier. Tu vois, tu appâtes un nouveau banquier en disant voilà, j'ai 100 000, moi je viens dans votre banque et je pose 100 000. On ouvre une assurance vie, on ouvre un PEL, on prend une nouvelle carte, on ouvre un nouveau compte courant, etc. Et je viens comme ça, mais en contrepartie, vous me prêtez 300. Donc c'est ça le but d'avoir du cash, c'est aussi de montrer au banquier que derrière, vous venez chez lui avec du cash. Et ce qui me fait dire aussi que mon banquier ou le directeur d'agence, etc., ne viendra pas me chercher des poux parce que je n'ai pas remboursé le prêt, c'est que j'ai des arguments. J'ai 7 comptes, 6 comptes au Crédit Agricole, et donc s'il commence à venir me saouler, clairement, je partirai. Je partirai du Crédit Agricole, alors que j'ai pas envie de partir, mais je partirai du Crédit Agricole avec tous mes comptes. Donc voilà. Après, voilà, c'est toujours la transparence à avoir avec son banquier, etc. Moi, je pars du principe que je ne lui mens pas, je ne lui dis juste pas. Si un jour il me pose la question, elle me pose la question parce que je vais lui redemander un crédit et elle voit qu'il y a une grosse somme d'argent, qu'il y a eu une grosse somme d'argent, et ben je lui dirai voilà, j'ai pas voulu rembourser. On verra ce qu'elle me répondra et on avisera à ce moment-là. Mais je pense pas que ça va entacher ma relation avec la banquière, sachant qu'en plus au Crédit Agricole, en 10 ans, j'ai quand même changé de 5 fois de banquière. Donc c'est bon. Hein. Si j'ai une mauvaise si ça se passe pas bien, je sais que dans 2-3 ans, ça changera. La CIC, j'ai eu un changement de banquier. J'ai quand même 4 comptes au CIC. Jamais eu un mail. Jamais eu un mail, jamais eu un courrier pour me dire vous avez changé de banquier. Je l'ai découvert en me connectant sur mon espace membre, j'ai vu le nom qui a changé. J'ai dit bah c'est cool. Moi, je m'entendais bien avec l'autre banquière, donc là maintenant j'ai un mec. Donc je sais plus comment que tu t'appelles, CIC, Sarrebourg, Saverne. Ça serait bien que tu me passes un coup de fil pour te présenter. C'est la moindre des choses. J'ai quand même 4 crédits chez vous et plus de 40 000 euros de trésorerie sur ces comptes. Voilà, ça serait cool que tu me donnes signe de vie. Hein, ça s'appelle le respect en fait, ou le professionnalisme. Après tu dois sûrement être sous l'eau. T'inquiète pas que moi quand j'aurai besoin d'un crédit je viendrai te voir. Ça c'était le petit clin d'œil à mon banquier CIC. Fritsch, je crois que je s'appelle, je sais plus. Attends, je vais regarder en direct sur le... Il va être content s'il m'écoute. De tension le truc pour ce qu'on... Thierry Kurtz. Ouais, Fritsch, c'était la personne qui m'a acheté mon appartement vendredi dernier. Thierry Kurtz, salut. Salut Thierry Kurtz. Ça fait quelques semaines que je vois que t'es mon nouveau banquier. Appelle-moi. T'inquiète, je t'oublierai pas le jour où je veux un crédit. Bon, à l'heure actuelle, je fais plus de crédit pour le locatif. Comme je vous ai dit, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je focus à fond sur le marchand de biens pour faire monter et grossir la boîte de marchand. Donc je vais plus voir les banquiers marchands que les banquiers pro ou perso pour du locatif. Je vous avais dit aussi dans les derniers épisodes que je m'étais positionné sur un studio, c'était avant Noël. C'était un studio de 19 mètres carrés affiché 20 000 euros. J'avais demandé à visiter, j'étais le dernier de toute la journée. Ce qui m'avait marqué sur cet appartement-là, c'était un agent immobilier de Strasbourg pour un appartement à vendre à Sarrebourg. Donc là, j'avais déjà tilté, je me suis dit pourquoi c'est un Strasbourgeois qui vend à Sarrebourg. J'avais regardé le site de l'agent immobilier, j'avais cherché l'agent immobilier sur les réseaux, etc. Donc j'avais appelé, donc il a réussi à me caser un rendez-vous le dernier de la journée. Et quand je suis arrivé à 16h30, il m'a dit bon, on a déjà eu 3 offres. Donc j'ai quand même refait une offre au prix, sans conditions suspensives. Et donc c'est un studio. Parce que moi,
c'est pour ça qu'il faut toujours se déplacer. Il faut arrêter de faire de l'immobilier, de l'investissement immobilier, de l'immobilier en démo. C'est qu'en fait, tu sais pas exactement comment est le bien, comment est la copro. Et le fait de se déplacer te permet vraiment de dire ah ouais, je m'attendais pas à ça. Et en se déplaçant, j'ai remarqué que le studio, il n'y avait presque rien à faire. Tu achètes un seau de peinture blanc, tu mets un côté gris, un côté blanc, et tu changes le meuble vasque. Tu mets une cuisine, parce que là c'est une kitchenette pourrie en alu, tu mets une cuisine sympa, Brico Dépôt, ou alors Cuisinella, ou même... bref, tu achètes les meubles, et tu loues ça largement 350 € par mois. Donc c'est un produit qui va te revenir à 25-26 000 euros, et derrière tu loues ça 350 €. On est en trottinette électrique, on va dire 2 minutes, à pied on va dire 10 minutes de l'hôpital et de l'école d'infirmière de l'hôpital. Donc après tu mets une affiche à l'école d'infirmière, et derrière voilà, feu. On a aussi un lycée avec un BTS, donc voilà, tu mets aussi des affiches au niveau du BTS. Et je pense que tu peux largement le louer. Airbnb interdit. Airbnb interdit. Le règlement de copro stipule exclusivement bourgeois. Alors ça aussi, petit tips, valeur gratuite, comme dirait Yann des Gentleman Investisseurs. Si sur le règlement de copro il est noté exclusivement bourgeois, c'est interdit de louer en Airbnb. Donc là, c'est interdit. Mais de toute façon, c'était pas le but. Donc c'est un appartement que j'ai négocié, que j'ai signé compromis en nom propre avec clause de substitution, et que j'ai donné à mon frère. Parce que ça fait déjà quelques années que mon frère me voit faire. On a une SCI ensemble avec mes parents. Mais en fait, il n'est pas vraiment il n'est pas à 100% dans le truc, parce que c'est pas à lui, quoi. Donc là, il m'avait déjà dit que si je trouvais un truc rentable, il fallait que, si je le voulais pas, il fallait que j'en parle. Donc là, c'est vrai que je me suis positionné, je me suis dit, allez, je lui laisse, entre guillemets, quoi. Donc je lui ai envoyé, j'ai signé le compromis la semaine dernière, quand j'étais au ski. Je lui ai envoyé par mail. Lui, il avait déjà prévu son rendez-vous bancaire, et il m'a dit hier soir, donc au bout de 4 jours, qu'il avait les offres de prêt. Donc mon frère est cadre à la SNCF. Il a une RP depuis 5 ans, 6 ans, qui rembourse tous les mois. Il continue à épargner. Enfin voilà, il a le profil vraiment idéal au niveau du banquier. Il n'a pas d'enfant, il vient de se paxer récemment, donc ça n'apparaît pas encore sur ses relevés d'impôts. Voilà, il a eu une augmentation parce qu'il est passé cadre il y a 1 an, donc il a rénové sa maison tout seul, donc il a fait énormément d'économies au niveau de la rénovation. Donc il a un taux d'endettement qui est en dessous des 30%, donc la banquière, elle a tout de suite dit, moi je vous prête. Elle lui a fait un financement. Elle lui a proposé 15 ans ou 20 ans, et différé. Je lui ai dit, écoute, essaye de faire 20 ans, différé 1 an. Ce matin, je viens de me dire que c'est un studio, il n'y a pas grand-chose en travaux à faire. Comment argumenter un différé de 1 an, sachant que lui, il a un apport. S'il est bon, il signe, il y va le lendemain. Parce que bon, il travaille à SNCF, donc vous imaginez tous qu'il a quelques jours de repos quand même régulièrement. Donc il y va... le lendemain, il met un coup de blanc, il fait installer la cuisine par un installateur, ou il l'installe lui-même, parce que mon frère, il sait quand même tout faire, et il loue dans la foulée, quoi. Il loue dans la foulée, il met même l'annonce avant de vendre, sans photo, etc. Et il arrive à louer. Après, on est en mars. S'il est bon, faudrait qu'il décale un petit peu pour plus essayer de tabler un étudiant. Les rentrées sont en septembre, donc bon, ça va être compliqué d'attendre jusqu'à septembre. Mais voilà, des fois, il faut être stratégique un petit peu. Il faut pouvoir faire accélérer les choses. Alors ça, c'est très compliqué, parce que ça ne dépend pas de toi. Par contre, faire ralentir les choses, demander à ton notaire, à ton banquier, surtout à ton notaire, de faire ralentir les choses, ça, c'est facile. Et mon notaire me le dit toujours, il me dit, Michael, faire ralentir une procédure, ou faire perdre du temps, ou gagner du temps en fait en rallongeant les délais, ça ils savent faire, parce qu'ils ont du boulot, ils se posent sur autre chose. Mais des fois il faut savoir un peu anticiper les choses. Par exemple, typiquement, mon immeuble de 3 lots que je vous ai parlé avant, quand on s'est positionné avec mes associés Antoine et Clément,
je ne savais pas que j'allais encaisser le 17 mars et le 4 avril deux projets, en fait. Je ne pensais pas que ça allait aller aussi vite. Donc, je me suis dit, on va un peu calmer les choses. Et en fait, maintenant, on peut clairement, pas accélérer, mais clairement faire les choses à la vitesse normale, quoi, en fait. Parce que je sais que j'ai les fonds, et j'ai largement les fonds, et que je pourrais presque payer. Si je fais maintenant tapis, je peux presque payer cash cet immeuble-là, donc il n'y a aucun problème, on ira jusqu'au bout. Le banquier, soit il financera, soit on ira sous fonds propres, mais bon, c'est pas le but quand même. Le but, quand même, en marchand bien, même s'il faut mettre 30% d'apport, c'est d'utiliser l'effet de levier, parce que si je mets que 30% et avec mes associés, on met chacun un peu d'apport, et on peut faire plusieurs projets à la fois. Et ça, c'est la magie de l'immobilier, de l'investissement immobilier. Hier, j'écoutais, comment il s'appelle le mec ? Je sais plus comment il s'appelle. Bref, c'était sur un talk de Finari. Moi, je suis consommateur Finari. C'est une application en fait de gestion de son patrimoine. Et il interviewait un mec et le mec il disait ouais, je suis pas trop fan de l'investissement immobilier, plus SCPI, etc. Alors j'ai des SCPI. Moi, j'ai Quorum XL et Quorum Conviction. Ça fait plus de 10 ans que j'ai ces SCPI. J'ai vendu la moitié parce que j'avais besoin de cash pour du marchand de biens. Mais, ok, immobilier, la pierre papier, etc. Mais il faut y aller pour se faire financer. Alors, bon, j'ai un courtier à qui je fais de la boxe qui m'a dit, lui, il arrive à faire financer les SCPI. Je suis d'accord. Je veux bien. Si tu arrives à te faire financer, mais est-ce que tu arrives à te faire financer sur 20 ans avec les mêmes conditions ? Ce qui est sûr et certain, c'est que tu n'as pas du tout les mêmes problèmes à régler que de l'immobilier physique en direct. Mais pour moi, quand même, le gros avantage, mais le truc à 5000% quoi, quand même, que tu as en France avec l'immobilier en direct, c'est l'effet de levier. Là, mon frère, il emprunte du coup 20 plus frais de notaire, frais d'agence. Alors, l'agence, elle ne prend pas grand-chose. Non, les 20, ils sont frais d'agence inclus. Hein. C'est 18 400, donc il y a 1600 € de frais d'agence. 20 000, on va dire 22 000 en gros, à la louche pour les frais de notaire. Il emprunte 30 000. Il emprunte 30 000 sur 20 ans. Je lui ai dit, prends au moins les 20 ans, prends pas les 15 ans. Voilà. Derrière, qu'est-ce qu'il a ? Il n'a pas 1 euro à sortir. Il n'aura probablement pas pour 6 7 000 € de travaux. Sûrement pas. Donc, au pire, il change la fenêtre parce que c'est en DPE, ABCDE. Non, c'est en D, en E ou en D. Et je lui ai dit, change au moins la fenêtre. Sinon, on change la fenêtre, tu peux gagner. Et tu mets un autre radiateur, tu peux gagner. Et un autre cumulus, tu peux gagner une lettre. Et ça, il achète un bien qui vaut déjà plus que 20 000 €, hein, ça c'est clair et net. Il va avoir du cash flow et derrière, il ne va pas dépenser 1 euro de sa poche. Donc après, il faut juste laisser faire le temps après. Le temps. Et c'est ce que je regrette. Je regrette pas. Non, je veux pas dire ces mots-là. C'est que en fait, mon appartement que j'ai acheté en 2019, que j'ai vendu vendredi dernier, si j'avais laissé faire le temps, c'est pas 34 000 € d'impôt que j'aurais donné. Déjà, au bout de 5 ans, j'avais 15% de déduction sur l'impôt sur la plus-value. Donc, il y a juste à laisser faire le temps. Là, en fait, ce qui m'a motivé à vendre aussi, c'est que est-ce que dans 1 an ou dans 2 ans ou dans 3 ans, j'aurais vendu ce prix-là, 145 000 €. Est-ce que je l'aurais vendu à ce prix-là ? Je ne sais pas. Et Yann Darwin donc, me disait dans la voiture, l'argent d'aujourd'hui vaut plus cher que l'argent de demain. Et le virement que j'ai eu vendredi, il est là. Il est présent à l'heure actuelle. Il n'est pas hypothétiquement présent dans une plus-value de cet appartement-là. Maintenant, il est vendu, il n'est plus à moi, et l'argent, il est là. Donc oui, quand je suis allé dans l'appartement, j'ai eu un moment de nostalgie. Clairement, j'ai eu un moment de nostalgie dans l'appartement. L'odeur de l'appartement, j'avais fait la démolition moi-même. Donc j'ai eu ces souvenirs qui se sont réapparus, comment j'ai fait la démolition de la salle de bain, comment j'ai détapissé. C'était mon premier appartement à Strasbourg. C'était la première fois que je devais faire l'aller-retour à chaque fois pour aller à Strasbourg. C'est mes premières Airbnb. Voilà, c'est mes premiers soucis de Airbnb aussi. Et du coup, moi, j'avais un peu ce sentiment-là. Et puis après, j'ai fait vraiment le tour de tout l'appartement. Et je me dis, putain, depuis 2019, il a quand même vachement bien vieilli. Il a quand même vachement vieilli. Pas vachement bien vieilli, il a vachement vieilli, quoi. Et je me dis, toi, il faudrait presque remettre
un gros coup de blanc. Le plan de travail, il a morflé. Il y avait un jeton sur le plan de travail. Les fenêtres, ils sont plus de première jeunesse. Euh, quand je l'ai mis en location pour le Airbnb, il était nickel, nickel, nickel. Là, tu vois quand même qu'il a morflé, quoi. Il a morflé, il a pris 4 ans de Airbnb. Et d'un côté, j'ai très très bien vendu. C'est un petit jeune de 21 ans qui m'a dit qu'on signait à 13h30. Il m'a dit à 15h, j'arrache tout le sol. J'avais gardé le sol dans le salon, le couloir et la chambre, le sol qui était des propriétaires auparavant. Et du coup, tout ça, il va faire sauter et il va mettre son sol à lui. Donc, ça donne une nouvelle vie à l'appartement. Moi, ça me permet d'aller sur de nouveaux projets. Et en fait, ça fait cette sensation de frais, de fraîcheur, en fait. Tu t'engloutis pas dans un truc vieillot comme quand tu vas visiter des biens et les mecs, ils l'ont gardé depuis 20 ans. C'est un truc, ils ont jamais mis 1 euro dedans. Soit tu te dis tous les 5-6 ans, je remets un coup et je refais le truc nickel, mais t'es dégoûté parce que tu vois qu'il suffit que tu le loues un Airbnb à quelqu'un qui fait la fête et tout ce que tu as mis dedans, c'est parti en fumée, l'argent, parce qu'ils t'ont rayé, ils t'ont fait des jetons sur les murs, etc. Moi, tu vois qu'ils avaient une fois pété une bouteille de champagne au plafond, le plafond, il avait des gouttes, en fait. Je pense que c'était quelqu'un qui avait pété une bouteille de champagne en l'air. Donc voilà, donc là maintenant je passe à autre chose, je vais faire quelque chose de plus frais. Et voilà, et c'est ça aussi le but, c'est ça aussi quand tu es entrepreneur en fait, tu as toujours besoin de nouveaux challenges. Et donc voilà, donc là je vends. Après, j'ai d'autres biens, c'est ce que je réfléchissais, ça m'a fait penser à tout ça aussi quand j'étais en vacances et même avant les vacances, c'est que j'ai déjà des biens qui datent de 2012. 2012, non même avant, 2010. Et en fait, là déjà, il y a quand même 2010, il y a quand même déjà 13 ans qui sont passés, donc c'est des biens que je l'ai en nom propre, que je loue en nu. Et donc là, on peut déjà, il y aura déjà beaucoup moins d'impôts sur la plus-value. C'est des biens pourquoi j'ai vendu plus Strasbourg que les biens que j'ai aussi là, parce que ceux-là que j'ai, je suis à 2 minutes à pied en fait, à 2 minutes en voiture et à 10 minutes à pied de chez moi. Donc en fait, c'est plus simple de les gérer et de les rénover si jamais j'ai une sortie de locataire. Donc j'ai préféré vendre ce qui se vendait le mieux, le plus cher, qui m'était le plus chronophage, mais malheureusement qui n'avait encore pas assez de délai, assez d'années de détention pour un peu gommer l'impôt sur la plus-value. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. On peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Yann Darwin m'a quand même dit, mais c'est une bonne chose de payer autant d'impôts sur la plus-value, donc voilà. Et il a raison, mais c'est une habitude à prendre. C'est une habitude que je dois prendre et que je n'ai pas pris parce que c'était la première fois que j'arbitrais. À l'IS, c'est différent. J'aurais détenu un appartement à l'IS comme ce que je fais en société de marchand de biens. Donc, c'est des SAS à l'IS ou des SNC qui sont détenus par les SAS au-dessus. L'IS te permet de maîtriser ta fiscalité. Et c'est bien de faire du LMNP. Il faut calculer aussi, il faut se former. Et donc là, petite parenthèse pour toutes les personnes qui veulent se former, je vous mets le lien je vous mets le lien dans le podcast, l'Académie des investisseurs rentables, meilleure formation francophone sur l'investissement immobilier. Donc c'est bien il faut savoir se former, le LMNP c'est bien, mais il faut aussi il faut aussi avoir conscience qu'il ne faut pas basculer dans le LMP. Pour moi, le LMP, c'est tu payes déjà assez de charges et tu as plus de charges à payer que du LMNP. Donc tu y évites. Si tu fais par exemple un immeuble en nom propre en LMNP, tu peux vite basculer en LMP. Mais alors du coup, quelle est la solution ? Pour moi, c'est l'IS. Et pour moi, c'est l'IS. Et je ne jure je ne jure plus que par l'IS. Parce que moi, déjà, j'ai une activité infirmier libérale, donc tout ça, c'est du nom propre. Donc tout ce que je gagne, on déduit les frais et après, c'est imposé à l'IR. Si je rajoute par-dessus du LMNP et du NU, etc., ça va encore augmenter mon IR. Donc voilà, à l'IS, tu peux le cloisonner dans ta société. Et tu peux gérer au mieux, au pire tu payes l'IS et après tu laisses l'argent dedans, mais tu peux gérer avec des frais, avec des travaux, avec déléguer à des auto-entrepreneurs, etc. des choses, et tu peux baisser ton résultat, donc baisser tes impôts. À un moment, en nom propre, t'es bloqué et en plus ça s'additionne avec tes revenus si tu travailles encore.
Donc moi, l'IS avec holding au-dessus, etc., etc. Et puis, s'il faut, tu te salaries. S'il faut, tu salaries ta femme pour du secrétariat, des choses comme ça, ou tu salaries ton mari, ou voilà. Mais pour moi, l'IS, c'est la vie. Et en plus, ce qu'il y a avec l'IS, je trouve, c'est que la France ne peut pas te pondre une loi toutes les 5 minutes. L'IS, il faut qu'ils se mettent d'accord avec l'Europe, avec l'Union européenne. Et donc, je trouve que tu as plus de stabilité sur le long terme de tout mettre à l'IS. Voilà, petite histoire, mon petit avis. Que dire de plus? Je me fais opérer, les amis, la semaine prochaine. Donc là, on est le lundi 27 mars. Je me fais opérer le mardi 4 avril d'une ligamentoplastie. À quelle heure, je sais pas. Je commence à y penser, ça commence à me faire flipper, bien que je sais exactement ce qui va se passer. Je me suis fait opérer il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans maintenant, du gauche. Donc je sais que je vais avoir mal. Anesthésie générale, ça fait jamais plaisir. Donc voilà. On a quoi? On a mardi le 30, c'est jeudi, l'anniversaire de ma femme. Mais je serai du coup le 30 au soir à Strasbourg pour un apéro IMO. C'est au niveau de Green Bull Campus, vous avez la formation, l'Académie des investisseurs rentables, mais vous avez aussi l'incubateur marchand de biens. C'est aussi un accompagnement, une formation, un booster pour toutes les personnes qui veulent être marchands de biens. Et pour les personnes qui sont dans l'incubateur, donc ils ont accès à un groupe privé Facebook, ils ont accès aussi à Marion qui fait des audits. Donc en fait, si vous avez un projet et que vous avez besoin d'être vraiment, vous avez visité, vous avez fait les devis et tout ça, vous avez vraiment besoin de validation, etc. Vous envoyez tout le projet audit à Marion et Marion en fait regarde peut-être et vérifie, en fait à la loupe, elle prend le projet à la loupe et elle regarde si vous n'avez pas oublié quelque chose, si vous pouvez y aller, qu'est-ce qu'il faut négocier, etc. Et toutes les personnes qui sont dans l'incubateur, ils ont des rencontres physiques et donc le 30, c'est à Strasbourg. Et je rejoindrai Nico, mon collègue coach et huissier, qui organise du coup cet apéro IMO à Strasbourg. Et comme il a choisi Strasbourg il devait choisir une ville, il a choisi Strasbourg parce qu'il savait que je viendrais. Et donc ça va me permettre d'échanger avec, on est je crois une dizaine de marchands de biens et ça c'est cool. Et voilà, donc ça c'est pour les personnes qui souhaitent aussi rejoindre l'incubateur, je vous mets le lien avec grand plaisir. On vous voit de l'autre côté. Parce que n'oubliez pas, marchand de biens, vous êtes professionnel de l'immobilier, il faut être très carré, très professionnel quoi en fait. Hein. C'est pour ça, huissier, ton meilleur ami. Nico justement est huissier, si jamais vous avez besoin d'un huissier pour certaines choses, n'hésitez pas à me contacter et je vous donnerai ses coordonnées. Cette semaine aussi, qu'est-ce qu'il y a? Yann Darwin a fait une vidéo sur Visiomed, donc moi je suis rentré dans l'action Visiomed au tout début et j'aime bien ces points de marché parce que ça te permet, déjà il vulgarise les choses et puis ça permet de mieux comprendre les choses. Donc moi j'y crois vraiment à cette société. Ils avaient fait un call avec les dirigeants français de Visiomed qui sont jeunes, qui sont dynamiques et donc voilà, moi j'avais posé un billet, donc maintenant j'attends que l'action explose. Je fais un peu de DCA sur cette... j'avais mis un bon billet au départ et maintenant je fais un peu de DCA sur cette action-là. Et je vais quand même utiliser une partie de mon argent, une partie de l'argent de la vente de cet appartement-là pour faire un peu de DCA de nouveau en ETF. En ETF Monde, ETF États-Unis, ETF pays émergents, etc. Au fur et à mesure. Moi, la bourse, c'est vraiment pour moi... J'ai essayé le trading, j'ai essayé Aria, j'ai essayé le trading, je m'étais fait happer il y a 2-3 ans par un truc, ils t'envoyaient les signaux, etc. En 1 an et demi, j'ai perdu 3000 € à peu près, donc j'ai arrêté. Et pour moi, la bourse long terme est plus adaptée à ma vie, à mon stress, etc. Donc voilà, j'ai du LVMH, j'ai un compte sur eToro, un compte sur Boursorama et un compte sur Lynx, et j'y vais tranquillou. En fait, voilà. Voilou, hein, vous avez toutes les informations de ma semaine, de ma vie. Il n'y a plus grand chose à rajouter aujourd'hui.
je vais reprendre la boxe cette semaine à fond les ballons parce que du coup, la semaine d'après, je pense que déjà du mardi jusqu'au dimanche, je vais être dans le coltard parce que je suis sous... Je crois qu'il y a de la morphine qui me prescrivent carrément. Ça fait mal, ça fait mal. En fait, ils prennent un morceau de ligament et ils te le greffent. Et c'est pas la greffe qui fait mal, c'est pas le genou en soi, c'est là où ils te prennent le ligament parce qu'ils referment direct le salopard. Et t'as un putain d'hématome qui te lance de fou. Et moi, c'était ça qui me faisait mal, c'était l'hématome. J'avais vraiment envie de percer, de faire sortir le sang. Parce que voilà, donc je vais avoir la telle, etc. Mais j'ai prévu cette année, autant en 2019, j'ai rien foutu pendant 2 mois. Autant cette année, cette fois, j'ai vu avec mon coach. Et mon coach viendra chez moi à domicile. Alors je le payerai plus cher. Et on se mettra assis sur une chaise. Et on fera que du renforcement musculaire haut du corps direct. Direct, la semaine après mon opération. Cette fois-ci, je me fais pas avoir en mode repos et tout ça. Non, je vais me faire mal. Je vais sortir de ma zone de confort et je vais essayer de faire en sorte de ne pas avoir de fonte musculaire du haut du corps. La jambe qui va se faire opérer, c'est sûr et certain, celle-là, elle va fondre comme neige au soleil. Mais le haut du corps, je vais essayer de garder le cap et rester bien. En parlant de zone de confort, il y a une chose qui me revient. Au ski. Donc j'ai skié avec les 2 garçons, Timéo, 14 ans, et Louis, 7 ans. Et ils sont, avec le Covid et avec les 3 dernières années, on n'a pas pu beaucoup skier. Ils ont un niveau débutant. Et la raideur des pistes dans les Alpes, la neige qui fondait, parce que la neige, elle est quand même... elle était merdique, faut dire ce qui est, elle était merdique, il faisait presque du 10-12 degrés, donc elle fondait. À partir de 11h, 11h30, c'était de la pisse. J'aurais pu les laisser sur des bleus, ou Louis le petit, le laisser sur le petit tapis là où tu descends une petite piste, il faut presque pousser avec les bâtons. Mais j'ai décidé de les faire sortir de leur zone de confort et de les emmener dans des endroits, de leur faire une rouge, justement pour qu'ils s'habituent à la raideur, ils s'habituent à la vitesse, ils s'habituent à faire des virages, etc. Et justement qu'ils sortent de leur zone de confort, parce que si tu tapes jamais un peu plus haut, tu progresseras jamais en fait. Donc c'était le but. Alors au début ils ont peur, alors je leur ai dit tu me suis, tu fais pareil que moi, et puis de fil en aiguille, tu t'habitues en fait, et t'as moins peur. Et en fait, pourquoi je vous dis ça ? Parce que dans l'investissement c'est pareil, dans l'entrepreneuriat c'est pareil. Quand tu te lances dans un truc, au début t'as peur, ça te fait flipper, mais après en fait t'as l'habitude. Et nous, je pense que la communauté qui m'écoute, on est des entrepreneurs, on est des investisseurs, on a des problèmes à régler. De 1, les régler entre associés à plusieurs, c'est sympa parce que derrière tu peux partager ton stress ou ton anxiété. Et de 2, l'habitude fait que tu le gères mieux. Alors, beaucoup de sommeil, une alimentation saine, etc. Mais de l'avoir déjà vécu te fait moins stresser. Par exemple, je prends toujours cet exemple. Tout le monde a déjà chié dans le froc quand il devait passer le bac. Mais une fois que le bac est passé et que tu l'as eu, tu dis merde, c'était facile. Eh ben, si on te demande de repasser le bac le lendemain, tu vas nouveau stresser, mais moins. Si on te demande de repasser le bac encore une fois après, tu repasses le bac 15 fois. Au d'un moment, tu vas passer ton bac comme si une journée normale, en fait. Eh ben, c'est pareil. Si demain, tu dois rénover un immeuble entier, ça va te faire peur. Mais si t'en refais un 6 mois après, t'en refais un 6 mois après. Moi, demain, tu me dis d'acheter un immeuble de 12 lots. Ça va me faire peur. Parce que j'ai jamais acheté aussi gros. Si demain, tu me dis d'acheter un truc à 1 million, ça va me faire peur parce que j'ai jamais acheté aussi gros. Demain, tu me dis de rénover une maison de 70 mètres carrés à 30 000 euros comme j'achète chez moi. Ça me fait pas peur, ça me fait plus peur. Je l'ai vécu, en fait. Je l'ai vécu. Ma femme l'a vécu avec moi. On a déjà réglé ces problèmes. Il y en aura peut-être des nouveaux qui vont survenir, mais on saura les gérer parce qu'on l'a toujours fait, en fait. Et en fait, donc déjà, tu sors de ta zone de confort. Et ta zone de confort devient de plus en plus large, en fait. Elle devient de plus en plus large. Par exemple, clairement,
mardi prochain, je vais sortir de ma zone de confort pour me faire opérer. Le chirurgien m'a quand même dit qu'à 37 ans, je n'étais plus dans l'obligation de me faire opérer parce que j'étais arrivé à un âge où je pouvais vivre avec une rupture des ligaments croisés. Mais ça voulait dire ski avec mon exosquelette là, tout doucement, ça veut dire peu de foot, ça veut dire voilà. Et je voulais pas. Donc, mais j'aurais pu dire oh non, je vais pas aller me faire endormir, avoir une douleur pendant 4 semaines après l'opération. Non mais si, je sors de ma zone de confort pour après nous voir un genou correct et essayer de refaire de nouveau du ski, de la boxe et du foot peut-être, on verra. S'il y a une équipe de vétérans qui se forme, voilà, et sortir de ma zone et donc sortir de sa zone de confort. Et donc les gosses, mes enfants, j'essaie de leur inculquer ça, que la vie elle est pas facile, que des fois tu es fatigué, et il faut quand même y aller, et c'est comme ça. Parce que la vie elle te fera jamais de cadeaux en fait. Elle te fera jamais de cadeaux. Tu peux tomber sur des connards, tu peux tomber sur des gens qui vont taper, des gens qui vont se moquer de toi, etc. Donc à moi aussi un peu de leur apprendre ça, en fait. De leur inculquer ça pour que le jour où ça leur arrive, ils ne tombent pas de haut, en fait. Parce que la vie, elle n'est pas facile, en fait. La vie, elle n'est pas facile. Et de leur faire tout, et de leur montrer tout, et de tout leur faire, ça leur rend pas service, en fait. Donc là, c'était vraiment ça. C'était je skiais, on skiait. Donc maintenant, je dis, maintenant, tu viens avec moi, on va sur une bleue. On a fait la bleue une fois, on a fait la bleue 2 fois, on a fait la bleue 3 fois. Je dis, maintenant, on va sur une rouge. Il a vu les poteaux rouges, il a flippé. Je dis, alors, j'ai dit, tu viens de faire la bleue 3 fois, maintenant, tu fais la rouge, tu descends un virage après l'autre, un virage après l'autre, un virage après l'autre, un virage après l'autre. Et tu verras, à la fin, tu seras en bas, tu vas te retourner, tu vas voir la piste, la taille de la piste, la raideur de la piste. Tu vas dire, putain, j'ai fait ça. Bah ouais, t'as fait ça. Et oui, t'as fait ça, tu peux être fier de toi. Et maintenant, on descend et on recommence. Et on recommence, et on recommence, et on recommence. Et on va de plus en plus vite. Et on fait de plus en plus de petits virages pour descendre plus vite. Et voilà. Et l'année prochaine, on refera la bleue une fois, on ira direct dans la rouge, on refera la rouge, on ira de nouveau sur la bleue pour faire un peu plus vite, pour après aussi apprendre un peu à la vitesse, d'aller plus vite et de gérer sa vitesse, de maîtriser sa vitesse, c'est la phrase que j'ai dit presque le plus de la semaine, maîtrise ta vitesse, et après on ira dans une noire. Et là tu verras qu'il existe des bosses qui sont plus hautes que tes hanches. Et là tu apprendras vraiment à faire des virages. Et voilà, et là tu vas voir comment tes cuisses elles chauffent. Et après on va retourner sur la rouge, et la rouge ça sera du pipi de chat. Et après tu voudras aller sur la bleue, mais la bleue tu feras même plus de virage, tu la feras d'en haut jusqu'en bas en tout chousse, parce que tu pourras t'arrêter à n'importe quel moment. Et voilà. Mais si on l'avait laissé sur le truc des puits là, il aurait même pas avancé. Et il aurait encore flippé, il aurait même pas su se chausser, se déchausser. Là il est tombé plusieurs fois, il a déchaussé, on a réappris à chausser dans la piste, etc. C'est ça sortir de sa zone de confort. C'est ça sortir de sa zone de confort. Et moi, je trouve les nouvelles générations, après je parle peut-être comme un vieux con, hein, les nouvelles générations, ils n'aiment pas se faire mal. Et à un moment, il faut se faire mal. Si tu veux des résultats, il faut se faire mal. Que ça soit dans le sport, que ça soit dans l'entrepreneuriat, dans la vie de tous les jours, il faut se faire mal. Là, typiquement, l'immeuble de 3 lots, c'était pas prévu à la base, mais on en a parlé avec mon associé, il est tout à fait OK avec ça. S'il faut, on ira chercher des seaux de peinture, on ira faire la peinture du dernier appartement, on ira taper avec la masse pour démolir la salle de bain, parce que derrière, on va vendre plus cher un appartement rénové, et que derrière, on aura une meilleure rentabilité, et que le banquier, sur nos bilans, il va le voir. Et ce qu'on a dit, on l'a fait, et ce qu'on fait, on dit. À la base, c'était pas prévu, c'était prévu de le vendre dans l'état. Mais au vu de la gueule de l'appartement, franchement, si on met un coup de blanc en plus à la salle de bain, on le vendra quand même beaucoup plus cher. Et donc on le fait. Et c'est comme ça. Après, si on avait 5, 6 OP en même temps, et plus de cash, on le délèguerait. Et on s'en foutrait à la limite presque d'avoir un peu moins de marge, parce qu'on aurait plus d'OP, on serait déjà plus gros. Je pense dans 4-5 ans, on le fera peut-être plus. Mais à l'heure actuelle, on le fait. Parce que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire pour avoir des bons résultats. Et c'est, voilà. Moi, l'appartement que j'ai acheté, comme je vous ai dit, j'en ai déjà parlé dans les autres podcasts, c'est un de mes premiers appartements marchand de biens. J'ai décidé de faire la peinture et le parquet moi-même avec mon père. Mais c'est ce qui m'a permis de faire sur cette OP-là un plus de 38% de marge. Et ben ça cause. Quand tu dis au banquier, je l'ai vendu 109 et qu'il m'est revenu à 77, et ben ça cause. Et des comme ça, franchement, avec le recul, ça m'a coûté 3 mois. Alors oui, mon père a passé beaucoup de temps dedans et je lui en remercie. Mais j'en ferais bien un tous les 2 ans ou un tous les ans même. Un tous les 2 ans à la limite. En hiver. Mon père, il s'ennuie en hiver, par exemple. Et après, avec le cash que tu gagnes, au pire,
tu délègues, par exemple, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un mur, il y avait plein de crépis. Donc mon père a dû enduire, poncer, réenduire, reponcer pour avoir des murs lisses, en fait. À la limite, ça, j'aurais dû le déléguer le jour où tu as plus de cash, tu délègues ça à un artisan et en 2 jours, il te l'a fait. Et après, mon père a juste besoin de tapisser propre dessus et de repeindre ou de mettre de la tapisserie ou de la tapisserie à peindre, etc. Et tu grossis comme ça. Donc voilà. Voilà. Je fais des parenthèses à droite à gauche. Voilà, j'ai un peu tout dit, hein. Sortir de sa zone de confort, c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très très important. Prendre sa voiture et faire 200 km pour aller visiter un bien, c'est sortir de sa zone de confort aussi, hein. Aller courir alors qu'il pleut dehors, c'est sortir de sa zone de confort. Ne pas aller au McDo et manger plutôt une salade avec du blanc de poulet, c'est sortir de sa zone de confort aussi, hein. Voilà. Mais on a des résultats que quand on sort de sa zone de confort. Ça, c'est clair et net. Et le travail. Ça passe que par ça. Que du travail. C'est clair et net. On n'y arrive pas sans. Les mecs qui foutent rien, ils n'ont pas de résultat. Donc voilà les amis, pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui ne me suivent pas encore sur Instagram, l'investisseur boxeur, pour toutes les personnes qui veulent investir dans l'investissement immobilier à but locatif, même du marchand de biens, vous avez l'Académie des investisseurs rentables dont je suis coach avec Philippe qui répond en moins de 28 secondes, Isis, la Serial Girls investisseuse, Nico, l'huisserie, et si vous voulez vraiment passer le next level, faire du marchand de biens, se professionnaliser, vous avez l'incubateur des marchands de biens. On a aussi un groupe, le Money Game. Alors là, ça regroupe tous les styles d'investissement, hein. Donc c'est 1 € par jour, donc 365 € pour faire partie du groupe privé. Et les fondateurs de Green Bull vous partagent leurs tips. Donc je vous mets le lien aussi. Voilà, c'est des liens affiliés. Je gagne de l'argent là-dessus, bien entendu. Pour toutes les personnes qui souhaitent prendre l'académie, je leur, en contrepartie, je leur propose un call pour parler de leurs biens, en fait. S'ils ont un bien, c'est un call que je propose, mais que je veux faire uniquement quand il y a un bien déjà qui est sous offre ou sous compromis, ou vraiment l'offre va arriver pour que le call là soit vraiment serve vraiment à quelque chose, en fait. Pas juste un call pour dire salut, ça va, tu t'appelles comment, t'as combien de revenus, tu gagnes combien, t'as combien par mois, t'as combien de patrimoine, etc. Ça, c'est, si tu veux être marchand de biens, tu dois déjà savoir où tu vas par rapport à ça. Donc voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée. Je vais essayer de refaire un podcast cette semaine de nouveau. Celui-là, je le publie cash aujourd'hui. Et j'essaie d'en faire encore cette semaine. La semaine prochaine, à mon avis, vu mon état de douleur, peut-être que je ferai un podcast sous morphine. On verra, on va bien se marrer en tout cas. Et je vous dis à plus. Ciao, ciao.